L'épisode 4 s'est achevé sur l'un des rebondissements les plus marquants de la saison, et cet épisode 5 poursuit sur la lancée. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Nous avons appris que Bernard était en vie et caché dans la fosse, alors même que Sims avait affirmé au conseil, dès le premier épisode, qu'il avait succombé à ses blessures. Cet épisode reprend immédiatement ce fil narratif et nous réserve une surprise totalement inattendue, de la meilleure des manières qui soit. L'épisode s'ouvre sur un flashback montrant Shirley, Knox et leurs amis s'empressant d'ouvrir de force la porte du sas après le final de la saison 2. Ils fabriquent une civière de fortune et descendent Juliette et Bernard à travers les niveaux, tandis que les habitants du silo se rassemblent pour chanter. Cette séquence presque cérémonielle constitue une transition idéale pour reprendre le fil du récit là où nous l'avions laissé. Juliette demande à Bernard comment il a pu survivre alors que tout le monde le croit mort, au moment même où une silhouette émerge de l'ombre derrière elle. Sims. L'épisode remonte encore plus loin dans le temps, à la fin de la saison 2, lorsque l'algorithme ne voulait parler qu'à Camille, laissant Sims et leur fils Anthony à l'extérieur. Sims rassure Anthony en lui disant que sa mère va bien et qu'ils doivent trouver un endroit sûr. Lorsque Camille finit par ressortir, elle ne peut révéler à Sims ce qu'elle a entendu dans le coffre-fort. Elle lui indique simplement que Juliette et Bernard sont entrés et que la situation est calme, que la rébellion a pris fin dès l'apparition de Juliette sur la colline, mais que Bernard et Lucas Kyle représentent encore des éléments à neutraliser. Sims lui demande alors sans détour si elle attend de lui qu'il s'en charge. Sa réponse est d'un pragmatisme glaçant. Il doit éliminer celui des deux, Juliette ou Bernard, qui est le plus susceptible de parler en premier. C'est exactement ce que Sims s'apprête à faire, mais c'est alors que l'épisode opère un revirement de situation total et totalement inattendu. Il découvre Bernard grièvement brûlé, mais en vie. Il l'enveloppe dans la bâche en plastique laissée par le médecin pour le transport des corps contaminés vers l'incinérateur, ce qui explique la scène de l'étouffement aperçue dans le premier épisode. Bernard le prévient que la voix veut sa mort, qu'elle est capable de tuer tous les habitants du silo et que Juliette pourrait savoir comment l'arrêter. Au lieu d'achever sa mission, Sims lui sauve la vie. Ensuite, il se rend chez Martha Walker, lui révèle sans détour que sa propre épouse, désormais à la tête du DIT, veut la mort de Juliette et lui demande de l'aider à simuler la mort de Bernard. Il envoie également l'un de ses hommes proposer la candidature de Juliette au poste de maire devant la foule inquiète massée à l'extérieur. Les acclamations en sa faveur redoublent d'intensité jusqu'à ce qu'elle devienne, de fait, intouchable. Je dois dire que voir Sims passer du statut d'homme qui nous terrifiait à celui qui dirige secrètement l'opération de sauvetage la plus efficace de tout le silo a constitué l'un des meilleurs retournements de situation que la série ait jamais réalisé. Common nous offre sa meilleure performance avec cet épisode. Il a clairement sorti une énorme masterclass. Les séquences suivantes condensent tout un travail de construction d'univers digne d'une saison entière au sein d'une seule cachette. Martha soigne Bernard et tous deux évoquent les autres silos, ainsi que les raisons pour lesquelles personne n'a réussi à communiquer avec eux. La réponse de Bernard est qu'ils écoutaient le mauvais signal. Lorsque Sims revient pour leur annoncer que Juliette a prêté serment en tant que mère depuis son lit d'hôpital et qu'elle sortira dans la semaine, Bernard saisit immédiatement les implications de la nouvelle. Elle va être soumise aux médicaments qui effacent la mémoire. Martha demande s'il existe un moyen de contourner cette mesure, et Bernard révèle que l'ordre stipule expressément que les personnes sous traitement doivent être tenues à l'écart de tout objet personnel, car ces derniers peuvent réveiller les souvenirs que les médicaments sont censés effacer. Il s'agit de la même explication que celle exposée par le docteur à Daniel dans une scène de l'épisode 2. Elle explique rétrospectivement une grande partie de ce que la série a construit autour des objets depuis la première saison. Sims retrouve Regina, lui rend son chat et lui demande de transmettre un message à Amy, l'infirmière de Juliette, par l'intermédiaire d'une tierce personne. Il s'agit de remplacer ces médicaments par des pilules de sucre. Regina demande si elle a vraiment le choix. Sims répond par l'affirmative. Lorsqu'elle insiste pour savoir si sa famille courait un danger en cas de refus, il semble presque offensé par la question. Non, dit-il, il sollicite simplement de l'aide. Le développement du personnage est impressionnant. En à peine une demi-heure d'épisode, on en apprend énormément sur cet homme. L'ampleur de la planification orchestrée par cet homme tout au long de la saison est stupéfiante lorsqu'on saisit l'ensemble. Inutile de dire que Robert Sims force l'admiration.
Il lui demande également d'entamer des échanges pour obtenir des reliques liées à Juliette. Regina le prévient que les femmes ayant fait de Juliette une sorte de icône locale en ont déjà accaparé la majeure partie. Il faudra proposer quelque chose de valeur en échange, précise-t-elle, comme une dizaine d'anciens insignes de shérif de Juliette. Plus tard, Bernard taquine Sims, il semble qu'il ait dans sa poche un artisan local, redevable d'une faveur, capable de les contrefaire. Voir ces deux hommes échanger des plaisanteries comme de vieux collègues après tout ce qui s'est passé était un moment d'une beauté inattendue. Tim Robbins et Common nous offrent une scène incroyable. Par le passé, c'était souvent pendant des moments où Bernard avait le dessus sur Sims. Maintenant qu'ils sont sur le même pied d'égalité, on a presque l'impression de voir un père faisant des compliments à son fils. Et les deux le jouent remarquablement bien. On apprend aussi que Martha a entièrement résolu le problème de communication du silo. Les 50 silos étaient équipés des mêmes radios, mais réglés sur des fréquences différentes. Elle a modifié la leur pour permettre des échanges. Bernard prévient que le silo 1 surveille toutes les fréquences actives. Leurs messages doivent donc être brefs et codés. Quant à la raison pour laquelle Sims a pu circuler librement entre Bernard et Martha tout ce temps, elle s'avère presque d'une drôlerie grinçante. Il est officiellement en quarantaine pour avoir soi-disant été en contact avec le cadavre contaminé de Bernard avant sa crémation. Sincèrement touché, Bernard confie à Sims qu'ils ne peuvent pas se permettre de le perdre et qu'il aurait fait une excellente ombre. Il se réjouit toutefois que Bernard ne lui ait jamais confié ce poste, car diriger le DIT est une fonction brutale et ingrate. Et servir d'ombre à ce poste n'est guère plus enviable. Il ajoute que la situation de Camille est, selon lui, encore pire. Elle est désormais au courant pour le dernier recours, sans avoir personne à qui en parler, et elle soupçonne qu'elle se consume intérieurement en silence. Cette simple remarque éclaire également les efforts vains que Sims a déployés au cours des 2 derniers épisodes pour l'amener à se confier à lui. De retour au présent, nous comprenons enfin le contexte complet du détour par la salle des pompes survenu dans l'épisode précédent. C'est Sims qui, depuis le début, tentait d'amener Juliette jusqu'à Bernard, un plan que Juliette et Lucas ont involontairement fait échouer en trouvant eux-mêmes le chemin pour descendre. Sims confirme que le souvenir qu'elle a eu du sas avec Bernard n'était pas un rêve, que cela a bien eu lieu et que quiconque se cache derrière la voix a le pouvoir de tuer tout le monde dans le silo à tout moment. Juliette avait soutenu que c'était faux, bien qu'elle ne parvienne pas à se rappeler pourquoi elle le croyait. Sims la rassure simplement en lui disant qu'ils ont un plan. Par ailleurs, Lucas et Patrick Kennedy s'infiltrent dans le passage secret, tandis que Paul Billings finit par coincer Carla McLean, la responsable des fournitures, pour l'interroger sur Orla Kent. Paul a pratiquement passé la nuit dans son bureau pour obtenir un entretien immédiat. Carla est visiblement bouleversée lorsqu'il lui apprend que le corps de Orla se trouve à la morgue. Sa réaction est un véritable choc émotionnel. C'est entièrement de ma faute, dit-elle. Lucas et Kennedy tombent dans une embuscade et sont maîtrisés dès leur arrivée. Sims se charge de la confrontation physique tandis que Juliette l'éclaire avec une torche. S'ensuit une scène de retrouvailles chaleureuse, presque familiale dans cet espace exigu. Regina a rapporté un lot de reliques, mais aucun de ces jouets ne suscite de réaction particulière chez Juliette. C'est Lucas qui comprend ce qu'il faut réellement, un objet lié à la question que Juliette posait vraiment lors de leur première rencontre, à savoir, qu'est-il arrivé à George ? Regina explique que l'objet qui compte le plus, la montre de George, a toujours été impossible à récupérer. Sims précise que c'est parce qu'elle a été retirée à Juliette avant son nettoyage et remise à son père. Ce dernier l'a portée le jour où il a fait sauter la cage d'escalier. Martha le corrige, son père s'en était en réalité séparé plus tôt, en la confiant à Hank. Ce dernier s'avance alors et remet la montre à Juliette, accompagné du dernier message de George. Il l'aimait et voulait qu'elle ne change jamais, car elle est parfaite telle qu'elle est. Dès que Juliette entend le tic-tac de la montre, des bribes de souvenirs lui reviennent, des fragments liés à George et au temps qu'ils ont passé ensemble. Sims lui demande si elle se rappelle autre chose. Mais ce n'est pas le cas, du moins pas encore, mais il lui signale qu'ils sont partis depuis trop longtemps et que Camille va s'inquiéter de leur absence. De leur côté, Paul et Carla se dirigent vers la zone des fournitures essentielles, accessible uniquement aux responsables des fournitures ou à son ombre. Carla explique que cet endroit est scellé depuis la construction du silo et qu'il renferme des objets impossibles à fabriquer à nouveau. Autrement dit, une fois le stock épuisé, il le sera pour de bon. La plupart des caisses à l'intérieur sont déjà vides, mais on les laisse en place pour que personne ne se rende compte du peu de temps qu'il reste réellement. Des vols sont perpétrés en continu, tant dans les stocks courants que dans ceux des fournitures essentielles. C'est d'ailleurs pour cette raison que Carla a pris Orla sous son aile pour découvrir l'identité des voleurs. Paul demande combien de temps il reste concrètement au silo. La réponse est glaçante. 2 ans. J'ai eu le souffle coupé, tout comme Paul.
Sims et Juliette remontent ensemble et cet épisode nous offre un dernier moment touchant entre eux. Juliette suggère qu'il devrait peut-être lui passer les menottes et faire semblant de l'arrêter. Il répond que Camille veut sa mort et que les menottes ne suffiront pas. Juliette plaisante en disant qu'ils ont peut-être encore le temps de la faire passer par-dessus la rambarde, mais il rétorque qu'il est trop fatigué pour cela. Il s'arrête alors dans l'escalier et lui confie que quelque chose a changé chez lui comme chez Anthony depuis le jour où elle a tenu sa famille en joue. Juliette commence à s'excuser mais Sims lui explique que ce n'est pas là où il va en venir. Il lui montre le distributeur de bonbons Pez en forme de canard qu'il avait offert à Anthony en lui disant que, tant qu'il aurait avec lui, tout irait bien. Il pensait que cela aiderait Anthony à se souvenir de leur lien père-fils si Camille décidait de libérer la vitamine. Cependant, il admet que l'objet ne lui appartenait pas vraiment. C'est Georges qui l'avait donné à Juliette à l'origine, et le lui rend. Au moment où elle enclenche le mécanisme, tout lui revient en mémoire. Les paroles de Georges affirmant que de tels objets détiennent les réponses aux plus grandes questions concernant le silo, et, enfin, le souvenir complet du protocole du dernier recours. Elle explique à Sims qu'il s'agit d'une conduite, le poison provenant de l'extérieur, et qu'elle avait été condamnée dans le silo 17, bien qu'elle ignore encore où est exactement le conduit qui pénètre dans leur propre silo. Elle s'enfuit pour rejoindre les autres, juste au moment où Camille déboule dans l'escalier, escortée par les agents de sécurité. L'épisode s'achève sur un face-à-face silencieux entre Camille et Sims, chacun posté à un niveau différent. Il est troublant de constater à quel point ce plan, dépourvu de parole, a su susciter en nous un sentiment d'effroi. Nous revenons finalement à l'époque antérieure, reprenant le fil des événements exactement là où l'épisode 4 les avait laissés. Daniel révèle à Hélène que Sam a confirmé la présence de Per Stenson, le plus éminent défenseur mondial du contrôle de l'IA, à bord du Nimitz la nuit de l'opération. Avant qu'il ne puisse approfondir le lien éventuel entre le contrôle de l'IA et cette affaire, la voiture effectue un virage soudain et dangereux. Hélène lance sèchement à Daniel de la prévenir la prochaine fois. Il répond que ce n'est pas lui, il ne tient plus le volant, la voiture se conduit toute seule. C'est sur cette image que l'épisode s'achève. Nous savons que le silo est un lieu immense, peuplé de groupes divers aux intérêts, complots et secrets propres. Le vol et la contrebande n'y sont pas nouveaux. Bien entendu, la série a déjà établi, par exemple, que les reliques du passé circulent et font l'objet de trafics secrets en permanence. Mais qui songerait à voler des ampoules ? Et pas n'importe quelles ampoules domestiques, mais des modèles industriels capables d'éclairer et de chauffer une serre. Les contrebandiers et trafiquants du marché noir ordinaire ne sauraient probablement même pas quoi en faire, alors pourquoi les voler ? Il est possible qu'elles soient dérobées par une personne connaissant le fonctionnement des silos. Il y a fort à parier que le voleur soit quelqu'un au courant de l'existence de l'algorithme qui régit tous les silos et qui souhaite modifier son système d'oppression et d'effacement de la mémoire. S'agirait-il de quelqu'un d'un autre silo ? Plus important encore, nous savons que la série doit s'achever avec la saison 4. La série a donc déjà commencé à préparer la conclusion de son récit global. Celle-ci impliquera certainement une confrontation avec l'algorithme et, espérons-le, le moment où des gens seront contraints de se rendre à la surface d'une manière ou d'une autre. Ainsi, alors que le silo 18 risque de devenir inhabitable d'ici 2 ans, le moment est idéal pour que les personnages de la série tentent de trouver la réponse. Comment la voiture peut-elle conduire seule ? La série ne le précise pas, mais il est évident que le véhicule a été détourné à distance. Mais par qui ? Je parierais sur Henri et ses complices. Il avait averti Daniel et Hélène de ne pas se mêler de cette affaire liée à l'Iran. Bien entendu, ils ne faisaient pas confiance à leurs promesses et ils les surveillaient probablement de près. Dès qu'ils ont remis le nez dans cette histoire, il a pris le contrôle de leur van et les emmène sans doute vers son quartier général. Hélène avait compris que les ravisseurs de Steve devaient les pister via leur téléphone. Alors comment ni elle ni Daniel ont-ils réalisé qu'un van apparemment connecté à un système centralisé par Internet pouvait lui aussi être suivi ? Ce détournement à distance est assez effrayant. Comment Henri ou la personne pour qui ils travaillent ont-ils réussi un tel tour de force ? Après cet incident récent, je pense qu'ils se sont servis de Charlotte et de son équipage pour tester si cette nanotechnologie pouvait contrôler des systèmes analogiques. L'expérience ayant réussi, ils l'ont appliquée à un simple monospace. Je suis convaincu que cette nanotechnologie possède une forme de conscience latente et qu'elle finit par évoluer pour être responsable de la destruction de la Terre. Il est commun de voir des histoires où l'expérience dépasse la portée de son créateur et cela pourrait être le cas ici. Que vont découvrir Daniel et Hélène ? Il faudra attendre le prochain épisode pour le savoir. Pour le moment, tout ce que j'avais évoqué dans les vidéos précédentes se passe bien, que ce soit pour les reliques, Bernard, le fait qu'elle retrouve la mémoire avec le canard et que cet épisode 5 serait la fin de l'intrigue mémoire, pour passer à une seconde partie explosive, en espérant qu'elle soit vraiment explosive. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.